Bienvenue chez Ganyal Zek pour le soutien et l'éveil de la jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente un extrait, une conférence du professeur Akiri Sila, un conférencier en Côte d'Ivoire, qui nous parle de la pensée de Cheikh Anta Diop, que son cas soit vivifié, nous faisant comprendre qu'à travers sa pensée, celle qu'elle va nous présenter, cela devrait nous permettre d'être créatifs, d'être inspirés et de pouvoir trouver du travail, non pas du travail, de l'action pour l'harmonisation de la société afin que chaque personne soit occupée pour l'élévation de sa communauté. Justement, dans cet extrait, il nous fait part justement de sa pensée et nous explique justement la pensée que Cheikh Anta Diop avait pour l'avenir de la jeunesse et de l'Afrique et du monde tout entier. Je vous laisse écouter. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président Jean-Eudes Moreau, que je rencontre pour la première fois. C'est vrai qu'on s'est entretenu par l'intermédiaire de mon assistant. Et merci, Messieurs et Dames, en vos rangs, grades et qualités. Merci également à tous les membres de l'association La Véritable Négritude. C'est un honneur pour moi d'être sollicité, surtout par des plus jeunes. C'est vraiment un honneur. Parce que, comme aiment à le dire les anciens, si vous avez quelque chose à dire qu'il n'y a personne pour écouter, c'est comme si vous n'avez rien fait. Le président vient de dire qu'ils veulent vulgariser la science. C'est ça. Parce que la science qui se fait dans les laboratoires et qui se fait dans les universités, si elle reste dans ces cénacles-là, elle ne produit pas d'effet en tant que telle. Il faut que cette science-là descende dans le corps social. Dans la loi qui crée l'université ivoirienne, antérieurement l'université de Côte d'Ivoire qui est devenue l'université de Cocody, il était stipulé que les gens qui travaillent là-bas, c'est-à-dire les enseignants, ils avaient, entre autres fonctions, de faire des recherches et de mettre à la disposition du corps social ce qu'ils trouvent. C'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire ces conférences-là. Ce sont des travaux sur lesquels nous travaillons depuis des années, on va dire peut-être une vingtaine d'années. Mais tant que ça restait dans le cadre universitaire, ça ne parle à personne. Or, il s'agit de la vie réelle des uns et des autres. C'est de ça que traitent ces questions-là. Et dans ces conditions-là, il est nécessaire de faire sortir ça de l'université pour l'apporter aux propriétaires en tant que tel. Parce que nous autres, par exemple, moi je suis à l'université de Cocody ici, c'est une institution publique, donc nous sommes des fonctionnaires. C'est-à-dire que nous sommes payés par l'argent des contribuables, c'est-à-dire des uns et des autres. Et donc ce que nous trouvons, ce que nous produisons, est la propriété de ces mêmes contribuables-là qui payent nos bureaux, qui payent nos salles de classe, qui payent nos salaires, qui payent tout en fait. Et donc, très souvent, on ne fait pas attention à ces choses-là, alors que c'est fondamental. Il est donc nécessaire et utile de fois de leur retourner le produit du travail. Tu travailles dans le champ de quelqu'un, tu récoltes des choses, tu ne vas pas garder ça par devers toi. Normalement, tu vas donner au propriétaire. Et puis, il te dit, bon, prends ça pour toi. Et autres. Donc, c'est comme ça. Et quand les jeunes gens m'ont approché pour intervenir sur la question, ils m'ont posé un problème sur l'écriture elle-même qu'on appelle les médiunitaires. Quel est l'intérêt d'apprendre cette écriture-là aujourd'hui pour un jeune Africain? En gros, c'était ça le principe de la question qu'ils m'avaient posée. Et donc, sur la base de ça, on a formulé ensemble, ils ont formulé et j'ai donné mon accord, un thème qui est le rôle des hiéroglyphes dans la transmission de la connaissance en Afrique de nos jours. Intérêt, enjeu et impact. Donc c'est de ça que je vais parler
on va dire, cette matinée qui finit. Et pour parler de ça, j'ai intitulé le propos comme il suit, Hieroglyphica, lire la science ancienne. Bon, j'aime utiliser le terme Hieroglyphica plutôt que Médou n'était. C'est pas par snobisme pour dire que, bon, comme je suis camarade avec les Grecs, donc je préfère le mot grec. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il est plus parlant pour un locuteur francophone de voir ça. Et pour quelqu'un qui parle français, quand il a un peu de culture, il va voir automatiquement de quoi parlent ces signes-là. Il va voir hiero, qu'il connaît comme voulant dire ce qui est sacré, ce qui relève de la divinité. Et puis il va voir glyphica. S'il a un peu de culture, il va voir que, ah oui, les glyphes, ce qu'on a gravé. Et c'est ça que le texte dit. Et donc, pour ce faire, je vais ce matin parler de deux objets. Je vais partir à fonder le propos sur ces deux objets-là, qui sont un roseau et puis une corde. Comme on aime souvent dire, bon, ceux-là, c'est gros français, ils aiment parler des choses que tout le monde ne comprend pas. Non, non. Ces choses-là, ce sont des choses concrètes, réelles, de la vie de tous les jours. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une corde. Nous tous, on utilise des cordes. Je disais à un ami hier, il dit, mais la civilisation humaine même est fondée sur les cordes. Si vous enlevez les cordes de la civilisation humaine, il n'y a plus de civilisation. Par exemple, là, vous avez une corde qui est là. Ça, là, si ce n'est pas là, cet appareil ne peut pas être connecté à l'autre. La corde est au fondement. Et nos ancêtres ont beaucoup réfléchi sur cet objet-là, qui est un objet philosophique. Et puis le deuxième élément, c'est le roseau. Bon, on fabrique les cordes avec du roseau aussi. Donc, ce sont ces deux éléments que je vais mettre en exergue aujourd'hui. Et nous allons passer en revue un certain nombre de notions et de connaissances et d'éléments de science qui sont attachés à ces deux choses-là. Comme d'accoutumé, quand je fais ce genre de présentation, j'aime commencer par un préambule qui nous permet de poser le cadre dans lequel la réflexion va se développer. Et le préambule d'aujourd'hui, j'ai choisi de prendre une pensée de Cheikh Anta Diop. Là, dernièrement, nous avons fait une conférence avant les vacances sur les 50 ans du colloque du Caire qui finit cette année. C'est 2024, ça fait 50 ans que le colloque du Caire a eu lieu. Et donc, on a essayé de montrer les résultats et ce qui a été dit là-bas, qu'est-ce qui était demandé à la suite de ce colloque-là que les autres chercheurs qui viendraient devaient faire. Et donc, Cheikh Anta Diop est comme la pierre angulaire. Nous autres, nous nous considérons comme des Diopiens. Donc, chaque fois que nous avons un propos à élaborer, nous préférons dire d'où nous parlons. Et l'endroit d'où nous parlons, ce sont les travaux de Cheikh Anta Diop. C'est ça qui est le socle de ce que nous faisons. C'est lui qui nous a permis de comprendre où se trouvaient les points de force et les points de faiblesse aussi pour pouvoir faire ces travaux-là. Que nous dit Cheikh Anta Diop dans son ouvrage qu'il a intitulé « Antériorité des civilisations nègres » ? Il dit « Le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. » Ça là, chaque Africain doit méditer cette phrase. Les nègres ignorent que leurs ancêtres sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Et il a écrit civilisation avec C majuscule. Bon, quand on dit la vallée du Nil, souvent les gens regardent le dernier morceau qui est vers la Méditerranée et qui va se jeter dans l'océan, enfin dans la Méditerranée. Non, la vallée du Nil, ça commence au Rwanda, au Burundi même. Donc depuis les Grands Lacs, c'est tout ce trajet-là qui est la vallée du Nil, parce que le Nil prend sa source là-bas. Et donc quand on dit la vallée du Nil, il faut voir tout cet ensemble-là. Et il dit que c'est sur les rives de cet ensemble-là que la civilisation est née. Que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, la littérature, les sciences exactes, la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc., à une époque où le reste de la terre, Asie, Europe, Grèce, Rome, était plongé dans la barbarie. À une époque où le reste de la terre était plongé dans la barbarie. C'est-à-dire ceux qui sont au pinacle aujourd'hui n'avaient même pas encore découvert, on va dire, le feu. L'Afrique était déjà en train de civiliser la planète. Il dit, ignorant les faits historiques qu'on prend soin de lui cacher ou de déformer avant de les lui enseigner,
il en est arrivé à épouser le point de vue que l'enseignement colonialiste a constamment cherché à lui inculquer pour s'assurer de sa docilité, à savoir qu'il n'a pas d'histoire ou de culture comparable à celle de l'Europe, qu'il est fait pour obéir et non pour organiser ou assumer des responsabilités, ce qui est fatal à une œuvre aussi positive qu'une lutte de libération nationale. D'abord, les Noirs ignorent leur histoire. Ensuite, quand ils veulent chercher à savoir cette histoire-là, il y a une barrière. La première barrière, c'est on cache l'information. Et la deuxième barrière, quand on ne peut plus cacher l'information, on fait tout pour déformer l'information pour qu'ils ne puissent pas l'utiliser à bon escient. Et le rôle de Cheikh Anta Diop, en commençant ses recherches, c'était d'annihiler ces deux barrières-là. De sorte que désormais, chacun puisse être à même de pouvoir avoir les informations qui montrent ce que ses ancêtres ont fait. Et c'est pour ça qu'il a parlé de la connaissance directe. Il dit chaque Africain doit avoir la connaissance directe. Il ne faut pas se reposer sur d'autres personnes qui ont dit X ou qui ont dit Y. Non. Chacun doit aller lui-même pour aller vérifier, pour aller avoir les informations. Par exemple, quand je vais finir de faire la présentation que j'aurai à faire cet après-midi, il ne s'agit pas pour vous de me croire sur parole. Il faut que chacun aille vérifier. Bon, ce qu'il dit là, moi je m'en vais regarder chez moi si ça est là-bas. Et c'est ça qui est le travail. Et la vulgarisation est l'aboutissement de cela. Bon, quand on a dit ça, ça veut dire que nous nous trouvons dans une situation. Et il y a un auteur français, un écrivain qui s'appelle Pierre Bourdieu, c'est un sociologue. Il a travaillé sur ces questions-là. Il a écrit un texte qui est un texte majeur, à mon sens, sur le peintre Manet. Et à l'occasion de cet ouvrage-là, en fait, c'est un ouvrage qui a été fabriqué avec les cours qu'il donnait au Collège de France pendant la décennie 90. À la fin de ses cours, il a rassemblé et puis il a fait cet ouvrage-là, où il traite d'une notion fondamentale qui s'appelle la révolution symbolique. Qu'est-ce qu'il dit de la révolution symbolique? Il dit que toute révolution symbolique produit les structures à travers lesquelles nous la percevons. Autrement dit, une révolution symbolique bouleverse des structures cognitives et parfois des structures sociales. Elle impose, dès lors qu'elle a réussi, de nouvelles structures cognitives qui, du fait qu'elles se généralisent, qu'elles se diffusent et qu'elles habitent l'ensemble des sujets percevants d'un univers social, deviennent imperceptibles. Ce qui s'est passé, c'est qu'au tournant de l'Antiquité, il y a eu une révolution symbolique qui a modifié les structures cognitives de l'humanité. Il dit que quand la révolution symbolique a réussi, puisque désormais on l'utilise elle pour réfléchir, elle devient imperceptible. Par exemple, tout ce temps que nous sommes assis ici là, quand j'ai mis 6261, il y en a qui ont tiqué. Parce que naturellement, c'est 2024. C'est ça la révolution symbolique. Désormais, 2024 est devenu imperceptible pour les cerveaux humains. Alors que 2024 n'est que le résultat d'une révolution symbolique qui a réussi. Il continue pour dire nos catégories de perception et d'appréciation, celles que nous employons ordinairement pour comprendre les représentations du monde et le monde lui-même, sont nées de cette révolution symbolique réussie. Par exemple, la manière dont nous voyons la planète Terre aujourd'hui sur les cartes avec l'Europe au-dessus de l'Afrique est née de cette révolution symbolique réussie. Il finit par dire la représentation du monde qui est née de cette révolution est donc devenue évidente. Il est clair que personne n'interroge l'évidence. Désormais, personne ne va dire « Ah, mais la carte est à l'envers là ». Non, la carte n'est plus à l'envers. Elle est désormais à l'endroit parce que la révolution symbolique est passée par là. Et cette révolution symbolique a fait que c'est la forme que la carte a aujourd'hui qui est la vraie forme. C'est ça, une révolution symbolique réussie. Et qu'est-ce que nous sommes en train d'entreprendre, nous autres? C'est une nouvelle révolution symbolique pour remettre la carte à la place où c'était avant l'autre révolution symbolique qui a eu lieu au tournant de l'Antiquité. Donc, quand les jeunes gens m'ont contacté, ils m'ont soumis un cahier de charges que je vous présente. Ils ont dit que nous aimerions que soient abordés les points suivants au cours de votre intervention. 1. L'intérêt des Médounétaires de nos jours.
leur réappropriation culturelle et leur rôle dans l'éducation. 2. Les enjeux et défis associés à la transmission et à la préservation des Médou-Néters. Et 3. L'impact des Médou-Néters sur la société africaine contemporaine, notamment en matière de renforcement de l'identité culturelle et d'innovation éducative. Ça, c'est un bon cahier de charges. Et là, les choses sont bien claires, définies, et puis c'est les vraies choses dont il s'agit de parler. Bon, soit dit en passant, il a fini de répondre. Tout ce qu'ils ont demandé là, les 2 slides qui viennent de passer là, c'est réglé. Ce qu'on va faire maintenant, je vais illustrer. Sinon, il a fini de répondre. Et pour l'illustration, nous allons commencer par un prologue. On a dit Médou-Néters et ils ont dit écriture. Il y a une confusion à ce niveau-là que nous tous on fait. On fait pour ne pas être obligé de toujours revenir pour détailler. Mais aujourd'hui, j'ai dit, bon, il faut qu'on précise, il faut préciser. Parce que rester dans une confusion, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous constatez qu'il y a une confusion quelque part, il faut préciser et puis il faut quitter. Alors, j'espère que les explications du professeur Akiri a été bien comprise concernant la pensée de Cheikh Anta Diop et concernant justement les connaissances que la jeunesse de Kama africaine doit se réapproprier afin de redevenir la force qu'elle était et de promouvoir l'harmonie et la maat dans le monde. C'est pour cela que le professeur Akiri a parlé ici des symbolismes. C'est-à-dire que il faudra redonner le symbole, la symbolique de ce qu'étaient les Africains avant justement la désymbolisation de ce qu'elle était. Et pour le faire, il faut d'abord se réapproprier son histoire, sa vraie histoire, et ensuite remettre en œuvre les valeurs qui étaient régies par le cultuel et le culturel de la communauté africaine, bien la communauté de Kama. J'espère que la jeunesse prendra note et que à travers Ngoya, des méthodes seront trouvées pour pouvoir transmettre des connaissances à la jeunesse afin qu'elle soit soutenue et éveillée. Je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite bien de choses. Que les ancêtres nous donnent bonheur. Ngeme mangajo yo mbweni tancho po awote. Merci.